réformiste, c'est vouloir transformer le système capitaliste à partir de ses institutions. Le réformisme concerne d'abord les familles politiques qui, génétiquement, se confrontent au capitalisme comme celles issues du mouvement ouvrier. Il concerne ensuite les familles politiques qui ont été confrontées au capitalisme dans leur aspiration, comme l'écologie ou le féminisme. Selon la police, 8000 personnes ont marché ce dimanche et pour la première fois, des incidents ont émaillé une marche pour le climat. Cachés parmi les gilets jaunes qui s'étaient joints à la marche, des Black Blocs ont causé dégradation et agression selon la police. 70 d'entre eux ont été arrêtés, la marche a été suspendue quelques minutes, l'organisation salue le travail de la police. Révolution! 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 Les gens du climat se désolidarisent avec nous, donc c'est ça qu'on ne comprend pas. Alors qu'on est venu en soutien avec eux et... La police en tout cas a bien fait son travail. Ils ont mis des policiers devant nous et puis ils ont encerclé certains gilets jaunes, certains casseurs et ils les ont évacués. Donc je ne comprends pas qu'ils ne viennent pas nous donner un coup de main à essayer d'éviter que nos Français se fassent embarquer. Ils sont en train de les nasser pour les embarquer, je pense, les mettre en garde à vue. Et les gilets jaunes, on demande qu'ils nous libèrent nos camarades, quoi. Le réformisme concerne les partis politiques, mais également tout ce qui relève de la militance, du syndicalisme, du travail social, du monde associatif, de la création artistique et scientifique. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi le réformisme ? le réformisme n'est pas une doctrine établie et il n'est pas nécessairement revendiqué. Certains réformistes se considèrent comme révolutionnaires, d'autres ne sont simplement pas intéressés par le qualificatif. La qualification de réformiste est souvent attribuée de l'extérieur. Sa signification varie dans le temps et dans l'espace, en fonction des histoires culturelles, des conditions matérielles et du régime politique. En ce sens, on est souvent le réformiste de quelqu'un. En vérité, toute conception du réformisme est liée à une conception de la politique révolutionnaire. Or, si une force qui se prétend révolutionnaire ne sert que des objectifs réformistes, ne renforce que des dynamiques sociales réformistes, alors elle est de fait réformiste. Même elle croit servir un agenda révolutionnaire en renforçant la lutte des masses ou en développant l'organisation des révolutionnaires, etc. La fracture entre réforme et révolution est ancienne. Nous ne nous y intéresserons que dans le cadre de la lutte contre le capitalisme, avec pour seul but de passer en revue quelques éléments nécessaires à la compréhension de cette fracture. Les démocraties bourgeoises sont fort peu démocratiques dès leur origine. Le corps électoral ne comprend d'abord que des bourgeois et, dans les parlements, des chambres réactionnaires comme le Sénat, la Chambre des Lords, verrouillent toute velléité de réforme des chambres des députés. Toute contestation de l'ordre établi, même la plus minime, étant réprimée avec la plus extrême brutalité par le pouvoir comme si elle était un acte révolutionnaire, le mouvement ouvrier, pourtant riche et pluriel, ne se posait pas vraiment la question du réformisme. Les luttes des mouvements ouvriers sont alors de deux ordres, économico-social et politique. Les premières concernent la durée et la dureté du travail, le travail des enfants ou des femmes, les salaires, etc. Les luttes politiques concernent l'accès au pouvoir comme le droit de vote ou le droit d'association. Les premières fractures entre réformistes et révolutionnaires portent le sens donné aux objectifs de ces luttes politiques. Pour les réformistes, les réformes politiques et économiques étaient les étapes d'un processus graduel d'amélioration de la condition ouvrière et la possibilité d'accéder au pouvoir dans le cadre des institutions bourgeoises pour le transformer. Pour les révolutionnaires, ces objectifs renforçaient le prolétariat en lui faisant gagner en conscience, en force et en organisation et fragilisaient le pouvoir pour le renverser.
Les résultats de ces luttes politiques à objectifs partiels n'étaient pas déterminés a priori. L'action des révolutionnaires pour des objectifs partiels, considérés comme tactiquement nécessaires, peut aboutir au réformisme. À l'inverse, une lutte impulsée par des réformistes a pu amener le prolétariat à déborder de son cadre pour aboutir à des mouvements insurrectionnels. Au début du XXe siècle, au terme de luttes acharnées, le mouvement ouvrier organisé dans la Deuxième Internationale socialiste a obtenu satisfaction de certaines revendications économiques et politiques. Un peu partout sont nés des partis se référant au socialisme. Le parlementarisme, le fait d'avoir des élus, est généralement accepté. Par contre, la participation au gouvernement, le ministérialisme, est à cette époque largement rejeté. Monsieur le Président, je propose un amendement au projet de loi de l'espace numéro 371. Attendez votre tour. À l'époque, la guerre menace en Europe. La doctrine officielle de la Deuxième Internationale est de s'opposer à la guerre et, si le risque se rapprochait, de décréter la grève générale en vue de préserver la paix et de renverser le capitalisme. Mais, le moment venu, en 1914, les directions trahissent et, sauf quelques rares exceptions comme les bolcheviks et les spartakistes, les élus socialistes votent les crédits de guerre. La guerre embrase le continent et provoque l'effondrement de la Russie tsariste, entraînant la révolution d'octobre 1917. La Première Guerre mondiale se termine le 11 novembre 1918. Les pays belligérants sont exsangues. La révolution bolchevique fait partout exemple, surtout en Allemagne et en Hongrie. Les réformistes poursuivent leur trahison de 1914 en prenant une part active dans la lutte contre-révolutionnaire. En Allemagne, les ministres socialistes participent activement à l'élimination de la révolution spartakiste. Le mouvement ouvrier se scinde en deux. Les socialistes d'un côté, héritiers de la participation à la guerre, les communistes de l'autre. Deux nouvelles internationales distinctes se constituent. Le succès de la révolution bolchevique, la fondation en 1922 de l'URSS et ses réalisations vont être le point de repère le plus important du mouvement ouvrier dans le monde. Les contradictions qui traversent l'URSS, dont l'arrivée de Staline au pouvoir, vont avoir des retombées sur la manière dont les différentes composantes du mouvement révolutionnaire se définissent. Le capitalisme industriel se développe dans ses techniques et ses méthodes, aux États-Unis d'abord, avec le développement du travail à la chaîne. Le Fordisme vend le rêve que chaque ouvrier possède son automobile. Mais on ne peut à la fois exploiter les ouvriers et leur donner accès à tout ce qu'ils produisent. En 1929, la crise de surproduction engendre un crash mondial de l'économie capitaliste. Cette crise va durer jusqu'à l'accès au pouvoir de Franklin Roosevelt à la présidence des États-Unis en 1932. Sur les conseils de l'économiste britannique Keynes, Roosevelt va résoudre cette crise en relançant l'économie à grands coups d'investissement public et de concessions à la classe ouvrière. C'est le New Deal, qui n'est même pas réformiste puisqu'il s'agissait de sauver le capitalisme. Pourtant, cette phase fait toujours fantasmer les réformistes. En février 1920, le parti nazi est fondé en Allemagne. Il théorise l'anticommunisme en des termes qu'on retrouve jusqu'à nos jours. Les nazis accèdent au pouvoir en janvier 1933, grâce à un soutien massif de la bourgeoisie. Toute l'avant-guerre, la bourgeoisie européenne a vu dans le nazisme et le fascisme des remparts contre le communisme. Les bolchevistes frappent les patriotes dans le dos en attendant, victorieux, de déporter les élites, d'effacer notre civilisation chrétienne, d'exproprier paysans, commerçants, artisans et de procéder à des exécutions massives. En Europe hors URSS, la social-démocratie se constitue comme courant anticommuniste. Elle entame une longue expérience de participation au pouvoir. Les communistes ont un poids important en France. Sans entrer au gouvernement, ils permettent la constitution du Front populaire et des conquêtes sociales majeures.
Il participe en Espagne au Frente Popular, qui sera attaqué par un putsch militaire soutenu par l'Italie fasciste et par l'Allemagne nazie. L'URSS est le seul pays qui aide les républicains. Le projet anticommuniste, raciste et colonial des nazis débouche sur la Seconde Guerre mondiale. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1945, les nazis capitulent face aux puissances alliées et l'URSS est dans le camp des vainqueurs. Les États-Unis sont le seul vainqueur total de la Seconde Guerre mondiale. Les pays européens sont détruits, l'URSS en particulier a été ravagée, mais elle dispose désormais en Europe d'un prestige immense. Les communistes chinois vont rapidement prendre le pouvoir dans leur pays, structurant le monde en 2 blocs, capitalistes et socialistes. Pendant 30 ans, les 2 blocs vont connaître un développement économique sans égal dans l'histoire de l'humanité. La classe ouvrière des pays capitalistes va connaître une amélioration substantielle de ses conditions de vie. Les forces issues de la résistance ont permis de mettre en place la sécurité sociale. L'expérience du New Deal des années 1930 a grandement joué dans l'émergence de réformes compatibles avec le capitalisme. Enfin, la guerre froide exigeait la satisfaction de revendications ouvrières pour détourner le prolétariat des communistes. Meurs, pourriture communiste. Mais des économistes font émerger l'idée que ces concessions doivent cesser. Selon ces néolibéraux, l'État, l'intervention du politique dans l'économie est le problème, pas la solution. Lorsque l'URSS disparaît, en décembre 1991, il règne sans partage sur le monde capitaliste. Cette victoire du néolibéralisme a contaminé le réformisme. La social-démocratie, telle qu'elle s'est toujours présentée, déclarant vouloir arracher des conquêtes à la bourgeoisie, a disparu dans les faits et est devenue le social-libéralisme. La loi des 35 heures de travail hebdomadaire en France est la seule conquête économique contemporaine des réformistes. Les autres conquêtes sont relatives à des questions sociétales, comme les droits des femmes, des minorités, l'antiracisme, etc. Ces avancées ayant été réalisées sans remettre en cause un système qui, structurellement, ne peut renoncer à une domination qu'en lui en substituant une autre. Dans ce contexte, le réformisme n'a même plus l'ambition de réformer, juste de gérer avec pour seul argument que « sans nous, ce serait pire », ou en proposant des avancées sociétales compatibles avec l'exploitation capitaliste. Vos clés de voiture, s'il vous plaît. Ouvrez la portière. Une expropriation. Pousse-toi. Le réformisme n'est pas une question de méthode. Les révolutionnaires n'ont aucun absolu concernant les méthodes et les moyens. Négocier avec une autorité ou placer une bombe n'est pas en soi réformiste ou révolutionnaire. Il y a eu des négociations et même des participations électorales révolutionnaires et des guérillas réformistes. La fracture réformisme-révolution n'est pas une question de méthode, c'est une question de perspective. Certains objectifs partiels comme la libération d'un prisonnier politique ou la réquisition d'immeubles vides sont partagés par des forces révolutionnaires et réformistes. Ces objectifs partiels ne sont en soi ni révolutionnaires ni réformistes. On ne peut s'y retrouver qu'en considérant l'insertion de l'objectif partiel dans sa perspective globale. Prenons l'exemple de la campagne pour la dissolution de la brigade Uneus, coupable de violences policières répétées. Dans cette campagne, ont cohabité et se sont parfois télescopées des perspectives radicalement différentes. Cela allait de citoyens réformistes qui voulaient restaurer la confiance entre la police et la population, ce qui passait par l'épuration de la police, à des révolutionnaires pour qui la campagne était l'occasion de polariser les rapports de classe, de mettre en évidence le « nous c'est nous » et « eux c'est eux », associant dans ce « eux » la brigade Uneus, le reste de la police, le conseil communal, etc.
Cet exemple nous montre aussi que le rapport entre les révolutionnaires et les réformistes est différent du rapport entre les révolutionnaires et la bourgeoisie. Le rapport entre les révolutionnaires et le pouvoir est un jeu à somme nulle. Si l'un gagne quelque chose, l'autre le perd. Si chaque camp croit avoir gagné à un accord, comme demander et accorder une autorisation pour une manifestation du 1er mai par exemple, il y en a un qui a fait une erreur de calcul. Cette réalité fondamentale est masquée par le fait que les représentants de l'autorité sont à la croisée de nombreuses déterminations parfois contradictoires. Leurs décisions sont souvent motivées par des calculs à courte vue, déterminés par les intérêts spécifiques de leur service ou par leur carrière personnelle. Leurs décisions ne sont que rarement issues de réflexions stratégiques sur les intérêts de la contre-révolution. Mais s'il est impossible pour les révolutionnaires de passer des accords de type win-win avec la bourgeoisie, de tels accords peuvent être passés avec les réformistes. Faire de la politique, c'est modeler la réalité sociale. Tout acteur politique veut gagner en force, car ces forces sont, avec l'intelligence de leur emploi, le moyen de transformer le réel. Ce renforcement est direct, comme avoir plus de militants, et indirect, comme avoir plus de sympathie dans la population. Et ce renforcement est corrélé à l'évolution des forces de l'ennemi. Le but du développement des forces est en soi juste, mais la recherche du recrutement et du soutien populaire à tout prix débouche sur une erreur contre-productive, l'opportunisme. En cachant leurs objectifs révolutionnaires pour ne présenter que des objectifs immédiats, raisonnables, accessibles et donc compatibles avec le capitalisme, les opportunistes de toutes les époques ont pu gagner de larges forces, ont pu bénéficier de vastes soutiens populaires. Mais, précisément parce qu'elles avaient été rassemblées sur des principes réformistes, ces forces étaient incapables d'une dynamique révolutionnaire. Et en matière révolutionnaire, à long terme, l'opportunisme s'est révélé contre-productif. Le rapport à la loi est une boussole qui permet de s'y retrouver, avec une certaine assurance, entre révolutionnaires et réformistes. Par définition, les réformistes pensent pouvoir changer les choses, y compris la loi, dans le cadre de la loi. Je comprends le ressentiment que je perçois dans cette pièce, et je ne suis pas du genre à me dégonfler quand il faut y aller. Mais je suggère que plutôt que de créer un syndicat, on forme un comité très spécial et on propose à Monsieur Cochrane de repeindre ses volets pour qu'il soit gentil. Tandis que les révolutionnaires savent qu'il faudra faire éclater le cadre légal. Cependant, il peut arriver aux réformistes de braver la loi, dans le cadre de la désobéissance civile par exemple, tout comme il arrive aux révolutionnaires de la respecter. Les révolutionnaires naviguent entre un rejet des lois et des institutions et leur respect ponctuel et tactique, par exemple en demandant l'autorisation de manifester à la police. La dialectique avec laquelle nous croyons utiliser parfois la loi pour renforcer les dynamiques de rejet de la loi est naturellement délicate et pleine de pièges, et les choix doivent être tous bien pesés. Le rapport aux élections, comme le rapport à la loi, a souvent déterminé la différence entre réformistes et révolutionnaires. Pourtant, de la même manière, la participation ou la non-participation aux élections ne permet pas toujours de distinguer les révolutionnaires des réformistes. On a vu dans l'histoire des réformistes boycotter des élections et des révolutionnaires y participer. La première chose à faire est de distinguer le but stratégique d'une participation au processus électoral. Le degré maximal d'implication est le ministérialisme, c'est-à-dire le fait de se présenter aux élections dans le but d'exercer le pouvoir. À un niveau en dessous se situe le parlementarisme. Il s'agit ici de se présenter aux élections non pas pour obtenir des postes décisionnels, mais pour avoir des élus qui se font entendre. À un niveau en dessous encore, on trouve les partis qui se présentent aux élections, non pas par parlementarisme, mais pour profiter de l'effet de tribune, de la campagne électorale avec son attention médiatique. Le degré minimal de la participation électorale est celui du choix du moindre mal. On ne va pas voter un candidat ou son programme, mais pour barrer la route au fascisme ou pour limiter la caste sociale. Il y a enfin l'éventail des positions anti-électoralistes. Ignorer la campagne électorale, y participer pour appeler à ne pas voter ou à voter blanc, attaquer politiquement la campagne et les élections, voire les saboter. Se présenter aux élections équivaut à s'engager sur une pente savonneuse qui a fait sombrer tous les partis qui s'y sont risqués. Cela exige également de se couler dans le moule du système et d'en respecter les règles explicites et implicites.
Cela mobilise de grands moyens humains et financiers, moyens qui ne peuvent pas être consacrés à autre chose. Quand ça ne fonctionne pas, c'est pur gaspillage. Et quand ça fonctionne, que les résultats électoraux progressent, cela agit comme une drogue qui pousse à augmenter encore la dose d'investissement dans l'électoralisme. Pourtant, il n'existe pas de perspective d'un scrutin magique qui d'un coup donnerait un pouvoir nécessaire à une majorité radicale réformiste. D'abord, parce que le camp réformiste est extrêmement faible. Son ancienne force dominante, la social-démocratie, n'est même plus réformiste en ce qu'elle ne prétend plus à aucun changement profond. Ensuite, parce que depuis l'effondrement de l'URSS, le capital triomphant n'a aucune raison de faire des concessions. Les derniers cas de victoire électorale réformiste, rarissimes, comme la France en 1981 et la Grèce en 2015, n'ont donné lieu qu'à des impasses économiques d'abord et des trahisons politiques ensuite. Nous y reviendrons. Gagner le pouvoir par les élections passerait par une longue marche au sein du système, dans laquelle on obéit forcément aux logiques structurelles du système. Cela a un double effet pervers. Primo, on s'éloigne des partis les plus antagonistes des masses, qui sont en rupture avec le système. Secundo, on empêche les autres partis de la classe de progresser dans la conscience révolutionnaire en lui proposant un activisme au sein du système. Bref, il y a une contradiction entre des pétitions de principes de changements radicaux et la compromission avec le fonctionnement des institutions. Pourquoi je suis corrompu? Putain! Les masses populaires souffrent affreusement du système, elles ne peuvent que se détourner de ceux qui y participent, quand bien même s'en prétendraient-ils critiques. Nous rejetons chacun des niveaux de participation électorale. C'est un choix commun à de nombreuses autres forces révolutionnaires dans le monde. Mais le système institutionnel belge rend cette décision plus facile qu'ailleurs. Partout en Europe, la combinaison des niveaux de pouvoir donne au système le moyen de se prétendre démocratique en bafouant la volonté populaire. On l'a vu récemment en Espagne lorsque la majorité des Catalans a opté pour l'indépendance et s'est retrouvée confrontée à une répression féroce de la part de l'État espagnol avec la bénédiction de l'UE. En 2015, le président de la Commission européenne déclarait à propos de la victoire de Syriza aux élections grecques « Il ne peut y avoir de choix démocratique face aux traités européens ». En Belgique, l'imbrication de multiples niveaux de pouvoir atteint un raffinement inégalé, neutralisant ainsi toute velléité de réforme radicale. Quand bien même une majorité radicale et réformiste serait obtenue à un niveau, les autres niveaux, inférieurs comme supérieurs, sont en mesure de bloquer tout changement. Niveau européen, fédéral, communautaire, régional et finalement communal tissent d'étroits filets, empêchant tout mouvement large, tout déplacement. Les verrous sont posés en tous sens. Par exemple, une commune dont le CPAS voudrait ne pas suivre les injonctions au contrôle des allocataires sociaux peut le faire. Elle s'expose simplement à la perte totale de financement des revenus d'intégration par le niveau fédéral, ce qui est intenable. Il y a dans les masses une compréhension de plus en plus large du caractère inaccessible et non démocratique des vrais niveaux de pouvoir. L'apparition parmi les Gilets jaunes d'une revendication comme le référendum d'initiative citoyenne en témoigne. Ce serait une faute de faire obstacle à cette compréhension en laissant entendre que participer aux élections ouvrirait la voie au changement. Aux États-Unis, en France ou en Grande-Bretagne, le système institutionnel permet de concentrer beaucoup de pouvoir dans une seule élection. Des figures comme Bernie Sanders, Jean-Luc Mélenchon ou Jeremy Corbyn prétendent alors incarner une possibilité réelle de faire revivre le projet social-démocrate, ou du moins donner un véritable sens à la formule « sans moi, ce serait pire ». Ces figures pourraient parvenir, dans une certaine mesure, 1. À protéger du fascisme ceux et celles qui en feront les frais en premier lieu, les personnes racisées, immigrées et les femmes. 2. À limiter la dégradation des conditions de vie de millions de personnes confrontées à la crise économique par l'augmentation des bas revenus ou le blocage des licenciements. 3. À permettre à la gauche révolutionnaire de souffler avec la libération des prisonnières politiques, la baisse de la surveillance et de la violence de la répression. 4. À intégrer une logique verte dans l'économie. Ces perspectives ne sont pas négligeables et expliquent le succès de ces candidatures
jusque dans la gauche révolutionnaire, mais le prix politique à payer est énorme. Et surtout, la bourgeoisie n'est prête à aucune concession. La bourgeoisie impérialiste a pu ruiner économiquement la dernière expérience social-démocrate à grande échelle, celle de la France en 1981 par la fuite des capitaux et la concurrence sur les marchés. La mondialisation lui a donné des moyens bien plus grands, efficaces et rapides de ruiner les pays qui sortiraient du rang. Même un pays comme le Venezuela, avec d'immenses ressources naturelles, a pu être mené à la ruine. L'échec du projet Syriza ou du projet Podemos n'est pas fondamentalement, ou pas que, l'histoire d'une trahison, c'est d'abord l'histoire d'une impasse. Et après ? Et quand bien même des révolutionnaires et des radicaux réformistes arriveraient à peser de telle sorte à sortir le système de ses rails, pense-t-on vraiment que la bourgeoisie impérialiste se laisserait déposséder ? Nous avons vu sa capacité de nuisance économique, mais elle possède toujours la carte de l'appareil policier et militaire. Son contrôle sur ses forces est plus serré que jamais suite à la fin du service militaire et à la professionnalisation des armées. Elle bénéficie aussi des alliances impérialistes, l'OTAN en particulier. Cette organisation a une longue tradition d'ingérence face aux dangers révolutionnaires. Elle a animé le coup d'État en Turquie en 1980, les attentats massacres de la stratégie de la tension en Italie, etc. Ce n'est pas avec des parlementaires et un mouvement populaire et ouvrier construit autour d'une ligne légaliste et électoraliste que l'on rassemble les moyens de s'opposer aux forces armées de la bourgeoisie. L'exemple du Chili en atteste. Le réformisme a une histoire et il a connu des succès. Ces succès ont pris fin durant les années 1980. Le néolibéralisme s'est imposé et a contaminé jusqu'à la social-démocratie, qui s'est muée en social-libéralisme. La disparition de l'URSS a entraîné celle de la pression exercée par la présence du bloc de l'Est sur le capitalisme. Depuis lors, le réformisme n'a plus rien réformé et il a cessé d'exister comme dynamique politique. Cela ne signifie pas que les réformistes ont disparu et le réformisme reste un point de référence pour la population. Les réformistes sont loin de former une masse homogène avançant dans la même direction. Le pouvoir, parmi eux, est détenu par des individus cyniques qui savent qu'ils ne peuvent rien changer. Ils ne sont motivés que par le prestige et les avantages de leurs fonctions, comme élus et assistants parlementaires, comme permanents et délégués syndicaux, comme membres de cabinets ministériels, d'ASBL ou de bureaux d'études. Ceux-là sont prêts à toutes les compromissions. Quel est le rapport avec le bien de tous ? Le bien de tous. La ferme ! Mais on ne peut pas leur assimiler tout militant réformiste, et encore moins leur électorat. Tout a toujours concouru à ce que la première approche de la politique soit une approche réformiste. En ce sens, à quelques exceptions près, à l'époque des révolutions, les révolutionnaires sont d'anciens réformistes. Alors, qui sont donc, parmi les réformistes d'aujourd'hui, les révolutionnaires de demain ? Et comment les aider à cette transition ? La valeur de laboratoire de candidatures, comme celle de Mélenchon ou de Corbyn, permet déjà d'opérer un tri. Alors même que leur programme n'est que tièdement social-démocrate, ils provoquent, dans la gauche, des attaques qui dénoncent leurs auteurs comme ayant déjà choisi le camp du capital contre celui de la révolution. De la même manière, ceci dit sans avoir la moindre sympathie pour le PTB, le réformiste proclamé, voulant traiter de la même manière le PTB et l'extrême droite, se démasque lui-même comme un ennemi. La question qui se pose à nous n'est donc pas de redéfinir une position par rapport au réformisme, mais bien de s'y retrouver parmi les réformistes proclamés. Pour dire les choses autrement, la question qui se pose à nous est de combattre le réformisme, non seulement pour détourner les masses d'une impasse, mais aussi pour provoquer cette prise de conscience chez les réformistes déjà engagés dans cette impasse, de telle sorte qu'une grande partie d'entre eux et d'entre elles, dans l'inévitable guerre des classes, rallient le camp de la révolution. Nous ne pouvons pas faire de tout individu qui se reconnaît dans une forme ou une autre de réformisme un ennemi. Contentons-nous d'un principe de réciprocité. Sont nos ennemis, parmi les réformistes, celles et ceux qui combattent activement tout ce qui se trouve à leur gauche. Cela fait largement assez de monde pour ne pas y inclure toute une série d'individus sincères. En revanche, en tant qu'il occupe largement le terrain de la contestation des effets du capitalisme,
En tant qu'il pratique le solutionnisme, qui va avec l'exercice du pouvoir et les tentatives d'y accéder, le réformisme, tel qu'il se présente aujourd'hui, doit être implacablement combattu. Mais il faut quand même voir, moi je regarde quand même que le patronat, il était Ils ont reculé, ils ont reculé. Les salaires, ils voulaient pas en entendre parler. Ils l'augmentent de 10%. Les paiements et récupération des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qui voulait vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule. 50% de la valeur des heures perdues. Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a admis. Ouais, mais pourquoi? Tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer, hein. Mais oui, tiens. Pas tous les travailleurs. Ça, c'est un record. Mais il y en a pas mal, Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité et bien conscients de ce qu'ils ont fait. Bien conscients de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est d'ailleurs cette unité. Comment je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer pour... Ils vont être comme ça maintenant. Les représailles. Exactement, les représailles. Il y aura des représailles. Il y aura des représailles. Imagine-toi sa place, elle vient de gueuler maintenant. Les représailles. Mais représailles. À une seule condition. C'est qu'il y ait une section syndicale forte qui veille. Ils en ont ça d'un rapport. C'est dans la victoire. On ne peut pas avoir d'un seul coup. C'est par étapes que tu arrives. C'est par étapes que tu arrives à une victoire définitive. Par étapes. Les États, le patron, lui. Mais comment le patron s'en fout pas des étapes puisqu'il a reculé?